Bonjour à tous. Donc moi je suis Alain Régnier. Je vais vous parler de Kubernetes et notamment 20 choses à savoir sur Kubernetes et GKE. Juste pour préciser tout de suite, GKE, ce que c'est en fait l'offre Kubernetes as a service de Google. Pourquoi? On verra pourquoi. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que Kubernetes c'est un produit qui vient de chez Google au départ. Donc forcément, l'implémentation de Google de Kubernetes, c'est vraiment très très proche des concepts que l'on va voir, ce qui n'est pas toujours le cas sur les aspects très spécifiques. Vous m'entendez bien ou ça coupe? C'est bon? Ok. Alors quelques mots sur moi. Donc je suis architecte technique et entrepreneur. J'ai passé 10 ans dans la Silicon Valley. Je travaillais pour des startups, pour des grosses boîtes. J'ai monté ma startup là-bas que j'ai revendue. Je suis ce qu'on appelle GDE Cloud. GDE, ça veut dire Google Developer Expert. On est 3 ou 4 en France avec ce statut. On ne travaille pas pour Google, je le précise, mais on est reconnu par Google comme expert sur certaines technos, notamment moi la partie cloud. J'ai les certifications architectes, etc. S'il y en a qui ont des questions là-dessus, on pourra en parler après. Et je suis le cofondateur du GDG Cloud Paris. Qui sait ce qu'est un GDG? Ok. Alors un GDG, c'est un Google Developer Group. En gros, ce sont des meet-ups. Il y en a un peu partout sur la planète. C'est des meet-ups qui parlent de techno du monde Google. Donc il y en a dans beaucoup de grandes villes, il commence à y en avoir une quinzaine en France. C'est juste des meet-ups réguliers où on fait intervenir des gens pour parler de techno liés au monde Google. Donc ça va de Android à HTML5 en passant par le cloud, l'IA, mais aussi les langages de programmation de type Go. On m'a demandé tout à l'heure, donc ça y est, c'est fait, c'est cité. Et moi, sinon, comme activité, je fais du consulting, principalement aujourd'hui autour de Kubernetes. Tout ce qui est installation, management de cluster, tout ce qui est formation, mais aussi accompagner les sociétés pour passer de leur application soit monolithique, soit à base de microservices, vers du Kubernetes. Alors je vais vu les réponses que j'ai eues tout à l'heure, je vais quand même revoir un tout petit peu les bases pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les containers, qu'est-ce que c'est? Dans le temps, il y a déjà un bout de temps, on avait des serveurs en data center sur lesquels on installait des OS, des librairies, des dépendances et nos applications. Il y a une première révolution qui a eu lieu il y a maintenant je sais pas, une quinzaine d'années, je ne sais même pas exactement, qui était la virtualisation, où on s'est mis à virtualiser la machine. Donc sur la même machine physique, on s'est mis à mettre des VM en parallèle, sachant que chaque VM avait son propre OS, ses propres librairies et ses propres applications. L'idée étant que chaque machine virtuelle se voyait comme une machine indépendante, ce qui n'était bien évidemment pas le cas. Depuis quelques années, une nouvelle révolution est en cours, où au lieu de virtualiser la machine, on va virtualiser l'environnement d'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle des containers, dans lesquels on ne va mettre que l'application et ses dépendances. On n'a plus besoin de mettre le système d'exploitation. On va en fait être basé sur la machine ou sur la machine virtuelle qui est en dessous, ce qui va nous permettre de démarrer très très rapidement, une demi-seconde au lieu de 40 secondes pour botter la machine virtuelle, mais qui va aussi nous apporter un certain confort. Donc un conteneur, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe qui permet de packager une application avec seulement ce dont elle a besoin. C'est important, parce que quand on commence avec les containers, et notamment avec Docker, on a tendance à vous mettre beaucoup de choses dedans. Ça sert absolument à rien. Il faut le savoir, c'est un premier truc à retenir de ce talk, ça sert à rien de mettre tout dans le container. Ça peut contenir n'importe quoi tant que c'est basé sur un kernel Linux. Alors je ne vais pas rentrer dans la partie Windows, ça arrive, c'est en cours. Mon focus est vraiment sur les containers Linux. Ça peut être déployé tel quel partout. Point important, un container a son propre espace processus et sa propre interface réseau. Donc on se retrouve vraiment quand notre application tourne dans le container comme si on était sur une machine indépendante, du moins du point de vue de l'intérieur du container. C'est isolé de l'autre, mais c'est exécuté directement dessus. Et ça va permettre de décomposer notre application en petits morceaux qui vont parler les uns avec les autres. Et les communications vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces. Donc on a l'image du container sur les bateaux, parce que c'est une image qui est reprise souvent. Le problème, c'est quand on commence à mettre beaucoup de containers les uns à côté des autres, on se retrouve avec un bateau de ce type-là,
avec potentiellement des centaines de containers. Alors, si on reprend un peu sur la partie du départ où je vous expliquais serveur, puis machine virtuelle, puis container, admettons que vous aviez 4 serveurs au départ. Si sur chaque serveur, vous avez mis 10 machines virtuelles, vous vous êtes retrouvé avec 40 machines virtuelles. Si sur chaque machine virtuelle, vous mettez 20 containers, vous vous retrouvez avec 800. C'est venu. Cinquième réponse quand même. Avec 800 containers. Le problème, c'est que pour les gérer, ça peut être rapidement assez compliqué. Et donc, on part d'une situation où on met tout comme ça, bien proprement, et puis on arrive là. Et pour info, c'est le même bateau. Hein. Donc c'est vraiment, c'est véridique, c'est pas du fake. Ce qui peut poser des problèmes. Donc pour ça, on s'est mis à utiliser une techno qui s'appelle donc Kubernetes, qui est une solution open source pour orchestrer des containers. Orchestrer, ça veut dire lancer, mettre à jour, gérer, de manière simplifiée. Alors, simplifiée, je mets des quotes, on en reparlera tout à l'heure. Au départ, ça a été créé par Google, et c'est basé sur une solution interne de Google qui s'appelle Borg. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google utilise des containers en interne depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années déjà. Alors bien évidemment, ce n'étaient pas des containers Docker, puisque Docker n'existait pas. On va en reparler. En gros, ça permet de créer, de mettre à jour, de manager. Aujourd'hui, la techno est développée avec des partenaires comme Red Hat, CoreOS, Microsoft. Et c'est donc standardisé au CNCF. Je ne sais pas si le CNCF, ça vous parle. C'est une partie de la Linux Foundation. Donc, c'est vraiment une solution open source. Et le grand principe qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on va déclarer la cible à atteindre et laisser le système la maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va définir l'architecture cible que l'on veut en disant je veux 3 copies de ce container à tel endroit, je veux un load balancer par-dessus, je veux 2 copies de ce container-là qui est un container back-end par exemple, qui vont communiquer ensemble. Et en gros, le système va être chargé de le maintenir. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a un des containers qui plante, si votre application crash, Kubernetes va s'en rendre compte, va killer le container et va en redémarrer une instance ailleurs sur le cluster. De la même manière, si on perd une des machines qui est en dessous, donc ces containers, bah, d'un seul coup, on perd plein de containers. Kubernetes va redémarrer tout ce qui manque pour retourner à l'équilibre et atteindre la cible. C'est clair pour tout le monde? Quelques mots donc sur GKE. Donc c'est l'offre Kubernetes as a Service de Google, donc managé par Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors cette stat date d'il y a quelques années déjà maintenant, au moins 2 ou 3 ans, mais il y a une époque, Google démarrait 4 milliards de containers par semaine. Donc c'est important, pourquoi? Parce que Google a créé donc la première version de Kubernetes et l'a open sourcé, depuis ça a été modifié par beaucoup d'autres sociétés, dont Red Hat, Microsoft, comme j'en ai parlé. Mais surtout, Google avait une très grande expérience de gestion de grosses quantités de containers. En fait, la plupart des services que vous utilisez sur Google aujourd'hui tournent dans des containers. Et en fait, Google a mis des best practices, a mis des retours d'expérience dans Kubernetes. Donc, certains des mécanismes que l'on voit au départ avec Kubernetes, qui peuvent nous paraître un peu bizarres, en fait, sont des résultantes de ces problèmes qu'a eu Google, de ces best practices qu'ils ont définis. Donc, en fait, on bénéficie tout de suite de tout ce retour d'expérience dans Kubernetes. C'est prêt pour la production, tout ce qui est réseau, sécurité, auto-scaling. La haute dispo, la montée en charge, tout ça, c'est géré directement. On va notamment pouvoir dire, si j'ai 3 containers avec un load balancer devant, qui servent à un site web par exemple, et que je repasse à la télé, alors on appelait ça le Slashdot effect, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Slashdot effect. Non? Aucun? Vous êtes jeune? Ah, merci. On pourrait dire, votre startup passe à la télé à Capital, par exemple. Donc, d'un seul coup, il y a beaucoup de gens qui vont sur votre site. Kubernetes va pouvoir automatiquement rajouter des copies de containers pour subir la charge correctement, pour continuer à servir l'application. Et puis, au bout de quelques heures, après l'émission de télé, quand la charge redescend, Kubernetes va pouvoir automatiquement réduire le nombre de containers qui répondent à ce service. Un autre point intéressant, c'est que tout ce qui est montée de version est simplifié quand on est sur GKE.
Et enfin, dernier point, les masters sont gratuits. Ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'installation de Kubernetes, mais c'est pas négligeable le fait de ne pas avoir à payer une partie du cluster. J'ai fait le tour de l'introduction, j'espère que j'ai perdu personne. Là, on va rentrer dans le vif de la présentation. Premier type, définissez les alias autour de kubectl. Alors kubectl, c'est un outil qui va nous permettre de parler avec Kubernetes. Un peu comme l'outil Docker en ligne de commande que l'on utilise pour voir les containers qui tournent, pour lancer les containers, pour les arrêter. Alors, pourquoi définir des alias? D'abord parce qu'on va l'utiliser beaucoup, cet outil kubectl, que des fois on fait des erreurs quand on tape les commandes, ce qui nous fait perdre du temps, qui est frustrant. Des fois on ne se souvient pas exactement de la syntaxe non plus. Donc je vais donner un exemple, un que je crée souvent, c'est KALL, donc comme K-all, et qui pointe vers kubectl get all -all namespace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renvoie-moi toutes les ressources qui sont présentes sur mon cluster dans tous les namespaces. Donc c'est beaucoup plus rapide de taper K-all que de taper tout ça et de le taper correctement. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est KW. KW qui va remplacer la commande kubectl en lui rajoutant le paramètre -o wide, que tout le monde ne connaît pas forcément, qui va en fait vous afficher plus d'informations sur les résultats qui sont renvoyés. Donc ça c'est vachement intéressant quand on commence à débugger des problèmes, on ne sait pas trop ce qui se passe, plutôt que de faire kubectl où on n'aura qu'une partie des informations, une version light on va dire, en lui passant le paramètre -o wide, on aura plus de détails. Deuxième type, apprenez à spécifier le format de sortie de kubectl. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on lance une commande kubectl et que donc on discute avec Kubernetes, on va pouvoir lui dire « crée-moi telle ressource », affiche-moi ce qu'il y a sur mon cluster, affiche-moi les déploiements, les pods, les services. Et de temps en temps, on a besoin d'accéder à des informations un peu spécifiques. Et en spécifiant comme format de sortie, par exemple ici, le format JSON, je vais pouvoir récupérer un morceau très spécifique de l'output, sans avoir besoin de lire tout l'output. L'idée, bien évidemment, de ce type de commande, c'est de créer des petits alias ou de savoir lequel fait quoi et de le taper en 2-3 lettres sans avoir à le retaper à chaque fois. Mais ça peut être aussi intéressant pour récupérer le YAML d'une ressource. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, dans Kubernetes, on va utiliser le format de fichier YAML dans lequel on va décrire nos ressources. On va décrire nos containers, on va décrire nos déploiements, on va décrire nos services. Et on utilise ces fichiers-là à la création. On va dire à kubectl, crée-moi un objet de tel type avec ce fichier YAML. Le problème, c'est que des fois, on a envie de savoir, pour un objet qui tourne, qui est exécuté, quel est le YAML qui correspond à cette ressource-là, pour s'en servir d'exemple, pour comprendre pourquoi il y a un problème, etc. Donc pour ça, on peut spécifier comme format d'output -o YAML et puis le stocker dans un fichier. Donc là, si je regarde cette commande-là, en fait, je lui dis donne-moi les détails du pod qui s'appelle EchoServer avec ce nom un peu bizarroïde au format YAML et sauve-le-moi dans un fichier. Ce qui va me permettre ensuite d'éditer le fichier, de faire des modifications, de créer, de copier, de le stocker dans mon repo Git pour pouvoir travailler avec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même principe que l'on a dans les commandes gcloud sur GKE. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Google qui a créé la première version de Kubernetes. Et donc, c'est ça la raison. Si j'utilise la commande gcloud, qui est celle qui me permet de communiquer avec Google Cloud, eh ben, je vais aussi pouvoir spécifier un format et avoir le résultat de ma commande sous ce format-là. C'est clair pour tout le monde? Point intéressant, alors je ne suis pas rentré dans les exemples parce que en théorie tout le monde a déjà fait un peu de Kubernetes quand on vient voir ce talk. Voilà un micro-exemple de fichier YAML. Une des astuces, ça va être de regrouper plusieurs fichiers ensemble. Parce qu'on va être amené à créer des ressources en parallèle, par exemple un service, un deployment et un secret. Et plutôt que de les avoir dans des fichiers séparés, quand il y a peu d'informations particulières dedans, on peut tout mettre dans le même fichier, ce qui rend l'organisation plus simple. Quand on a des projets plus gros, en général, il vaut quand même mieux les séparer en fichiers. Et donc là, l'idée, c'est de dire que si au milieu de mon fichier, je mets -, je peux rajouter un deuxième contenu, un deuxième fichier YAML, et le tout sera au sein du même fichier. Donc là, cet exemple-là, on voit qu'on a un objet de type déploiement, qui est celui utilisé pour définir la cible en termes de container. Et celui-là, c'est un fichier de type service, qui va nous permettre d'exposer ce qu'il y a dans mes containers.
Alors, point intéressant quand on démarre sur Kubernetes, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut être intéressant de démarrer au moins pour apprendre sur GKE. GKE, c'est Google Kubernetes Engine. C'est donc le service Kubernetes as a service de Google. Et un truc qui est intéressant, c'est que quand on va sur la partie donc Google Cloud, on va pouvoir cliquer en haut à droite ici pour faire apparaître ce qu'on appelle le Cloud Shell. Le Cloud Shell, c'est quoi? C'est un shell Linux qui est exécuté sur une petite VM qui est gratuite et qui se trouve sur Google Cloud. Et cette VM vient préinstaller avec plein de choses intéressantes quand on fait du développement ou du DevOps, comme JCloud, kubectl, Vim, Git, mais également les compilateurs courants de développement. On va pouvoir accéder facilement à nos clusters depuis cette VM. C'est directement dans le navigateur, c'est gratuit. Il y a même un éditeur de texte, on va pouvoir éditer son texte sur la partie supérieure, éditer son fichier sur la partie supérieure et puis l'exécuter dans la fenêtre ici. Donc c'est un peu, pour ceux qui connaissent, comme si on avait un PuTTY qui était installé dans le navigateur. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est partagé dans tous nos projets, quand on a plusieurs projets sur Google Cloud. Alors, petite astuce là-dessus aussi, ce qui est intéressant, c'est d'organiser vos projets avec un répertoire de haut niveau qui porte le nom du projet. Donc quand vous vous loguez dans ce shell-là, ensuite vous faites un CD, le nom du projet, et vous vous retrouvez dans le répertoire qui concerne le projet. Et c'est là que vous allez stocker les fichiers YAML, vos fichiers de configuration spécifiques au projet. Et il vous suffira ensuite d'aller dans un autre répertoire pour avoir accès aux fichiers des autres projets. Si on ne fait pas ça, on se retrouve assez rapidement à avoir un peu de bazar et ça peut être un peu compliqué à gérer. Alors, autre astuce, activer l'autocomplétion pour kubectl. On l'a vu tout à l'heure sur un exemple, quand j'ai fait un kubectl getPod, j'avais un nom qui était très long. Je crois que ça commençait par echo server, moins, et puis des caractères bizarres. Les caractères bizarres, c'est en fait des caractères qui ont été créés par Kubernetes pour nommer une des instances qui correspondent à nos containers. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de taper les caractères bizarres à chaque fois. Alors, ce qu'on fait toujours au départ, c'est qu'on va double-cliquer avec la souris dans sa fenêtre pour que ça sélectionne tout le nom, et puis on va faire un copy and paste pour le récupérer. Mais en fait, il y a mieux. On va configurer la complétion automatique des ressources en appuyant sur Tab. Un peu comme on le fait dans d'autres environnements, sauf que là, il va aller nous prendre les noms de nos ressources Kubernetes du cluster. Donc une fois qu'on a installé, je vais pouvoir par exemple écrire kubectl describe pod, écrire echo, faire tab, et il va me compléter automatiquement avec toute la partie supplémentaire. Donc ça c'est très pratique, c'est finalement assez peu connu. Alors je donne pas mal de formations, y compris des formations avancées sur Kubernetes, et je suis assez surpris de voir le peu de gens qui connaissent vraiment cette astuce. L'installation c'est très simple, on fait un yum install de bash completion, et ensuite on exécute la commande source avec kubectl completion bash qui va aller rajouter toutes les infos qui sont nécessaires. Donc ça vraiment, un des types pareil à récupérer si vous faites un peu de Kubernetes et que vous ne connaissez pas encore. Alors, autre point intéressant, ce qu'on appelle le kubectl proxy. Alors, avec la commande kubectl, on va pouvoir passer un paramètre qui s'appelle proxy, qui va nous créer un pont vers l'API de Kubernetes. Je ne l'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas, mais tout dans Kubernetes, en fait, passe par une API REST. Le petit outil en ligne de commande qu'on appelle kubectl ne fait que faire des appels à un point d'accès, donc à un URL avec un numéro de port, pour accéder à cette API. Ce qui veut dire que vous pouvez vous-même, programmatiquement, utiliser cette API et vous passer de l'outil kubectl. Là où ça devient important, c'est que parfois, on va vouloir accéder à cette API, par exemple, pour pouvoir accéder au dashboard. Donc le dashboard, c'est une petite application web qui va vous montrer des statistiques et des graphes d'utilisation en termes de CPU, de mémoire, des objets qui ont été créés sur le cluster, le tout dans un navigateur et avec une forme assez jolie, surtout quand on n'aime pas trop la ligne de commande. C'est assez pratique. Sauf que pour y accéder, on a besoin d'accéder à la KubeAPI. Donc, en exécutant cette commande, en fait, on va rendre accessible l'API sur le port 8081 ou un autre d'ailleurs, de la machine où on exécute cette commande. Et si on l'exécute dans le Cloud Shell de tout à l'heure, vous vous souvenez, on était dans un navigateur, automatiquement, ça va nous rendre accessible ce port dans notre navigateur. Donc on va se retrouver depuis notre machine de travail, dans notre navigateur, avec notre shell en dessous,
et dans une autre tabulation de notre navigateur, avoir accès à l'API qui est derrière, au dashboard et à d'autres applications. Et là où ça devient vraiment intéressant sur GKE, c'est qu'en fait, on sera les seuls à pouvoir y accéder avec l'URL qui sera dans le navigateur. Donc si quelqu'un voit l'URL en question, il ne pourra absolument rien faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est authentifié sur la console de Google Cloud, donc dans l'application Google Cloud, et il va se servir de ça pour nous donner accès. Donc pareil, très pratique, quand on démarre, quand on veut débugger, comprendre comment ça marche. Donc on accède à l'API, et donc ici, j'ai exécuté, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, c'est peut-être un peu flou, je vous avais demandé, vous avez dit de vous rapprocher. Hein. Et en fait, on va se retrouver avec la web preview. Donc la web preview, c'est un des icônes ici qui va nous permettre de créer cette connexion vers l'intérieur de la VM. On va spécifier le numéro du port, donc là 8081, et ça va me permettre d'ouvrir dans une autre tabulation avec un URL un peu bizarre qui se trouve ici, mais encore une fois, il n'y a que moi qui pourrais y accéder à ce moment-là. Et d'ailleurs, cette URL, il changera la prochaine fois que je m'en servirai, donc il n'y a aucun intérêt à le garder. Et j'ai bien accès à l'API. Alors par défaut, l'API nous montre tous les chemins possibles avec lesquels on pourrait communiquer. Et alors, si je rajoute l'option pour voir le dashboard dans l'URL, il va me demander une info d'authentification pour vérifier quand même quel droit j'ai dans le dashboard. Et je vais me retrouver sur cette vue-là, toujours dans mon navigateur, qui va me montrer l'utilisation CPU, mémoire, les objets qui sont sur le cluster. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est pratique. Et encore une fois, alors, je ne travaille pas pour Google, mais quand on commence, c'est intéressant d'essayer avec GKE. Je vous expliquerai après comment on peut le faire sans avoir à payer quoi que ce soit, parce que c'est un bon environnement pour pratiquer. Après, on peut aussi installer son propre cluster Kubernetes ou utiliser Azure, qui est bien aussi pour ça. Mais quand on démarre, c'est assez pratique. Autre astuce, utiliser kubectl top. Alors, qui connaît la commande top sous Linux? Ok, c'est bien. Eh ben, c'est un peu l'équivalent. Et ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre d'afficher les ressources utilisées et par les pods. Donc les pods, c'est les groupes de containers, et par les nodes. Les nodes, c'est les machines du cluster. Les nœuds, tout à fait. Et donc si je fais un kubectl top node, il va m'afficher mes 3 nodes et il va montrer l'utilisation CPU et mémoire de mes nœuds à ce moment-là. Je vais pouvoir aussi lui dire, faire un kubectl top pod avec le nom du pod, donc c'est le groupe de containers que j'ai lancé, pour voir effectivement là où il en est. Donc là, il ne fait pas grand-chose, hein, 0 millicore. Mais voilà. Donc ça, c'est pratique aussi pour savoir ce qui travaille, ce qui ne travaille pas. Quand vous faites... il y en a qui font du Java dans la salle? Un petit peu. Quand vous faites du Java et si vous n'utilisez pas des JDK récents, c'est-à-dire après Java 8 123, je crois, ou 121, il y a des gros problèmes de communication entre la JVM Java et Docker ou le Container Engine que vous avez. Tout ça, ça a été corrigé par la suite, mais ça entraînait souvent le fait que votre application finissait par manger plein de mémoire et pas savoir où s'arrêter, et l'application finissait par crasher. Alors, un des avantages de Kubernetes, c'est que si l'application elle crache, Kubernetes se rend compte assez rapidement, va la killer et va la redémarrer. Le problème de ça, c'est que ça peut passer son temps à crasher toutes les 10 minutes, à redémarrer. Vous avez l'impression que ça marche relativement bien parce que vous n'en rendez pas vraiment compte, mais il y a quand même un problème quelque part. Donc là, avec ces commandes-là, c'est là qu'on va pouvoir voir qu'il y a un pod qui utilise beaucoup de mémoire et beaucoup plus que ce qui était prévu. D'accord? Quand on débug un problème, ça aide aussi. Si jamais vous avez un message d'erreur quand vous tapez cette commande kubectl top, il faut vérifier que vous avez Hipster, ou maintenant la version moderne qui s'appelle Metric Server, installée sur le cluster. Il y a parfois, quand on installe notre cluster à la main, qu'on suit un tutoriel sur Internet, ces composants ne sont pas installés et donc ça ne marche pas. Voilà, donc petite astuce à vérifier. Alors, là on rentre un peu plus dans Kubernetes. Pour résumer, les ressources qu'on utilise le plus souvent dans Kubernetes, ce sont les pods. Donc les pods, c'est quoi? C'est des groupes de containers qui vont être démarrés ensemble, arrêtés ensemble, schedulés ensemble sur un nœud donné. On va utiliser les services qui vont nous permettre d'exposer ce que l'on a dans nos pods, donc nos applications, avec potentiellement la mise en place d'un load balancer devant qui va en fait répartir la charge devant les différentes instances de nos pods. On a souvent ce qu'on appelle des config maps.
qui sont des fichiers qui contiennent de la configuration qui sera utilisée par les containers. On a des secrets. Les secrets, c'est un peu comme des config maps, mais ça va contenir des clés SSH, des passwords, enfin des choses un peu confidentielles. Et souvent, on va les récupérer depuis un vault, depuis un mécanisme externe pour ne pas qu'ils restent sur le système. Et on va utiliser ce qu'on appelle un ingress. Alors l'ingress, ce n'était pas au départ dans Kubernetes, on se servait d'un service un peu spécifique pour le faire. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, il faut oublier, il faut utiliser les ingress. On parlera un peu après d'Istio pour ceux qui me voient venir, on met ça de côté, mais de manière générale, il faut utiliser ce qu'on appelle les ingress. Et les ingress, c'est quoi? C'est ce qui va permettre d'exposer nos services à l'extérieur. Donc avant, on utilisait un service de type load balancer, qui n'était pas toujours disponible, donc ça l'est en général sur les clouds publics, mais quand on fait son installation nous-mêmes on-premise sur nos propres serveurs ou nos propres infrastructures VMware par exemple, il n'y en a pas. Il faut installer plein de choses, et puis ça peut coûter assez cher. Donc un ingress, c'est quoi? C'est une collection de règles qui va permettre à une connexion externe d'atteindre l'intérieur du cluster et donc d'atteindre vos containers. On va pouvoir faire avec de la terminaison SSL, ce qui veut dire que le SSL aura lieu jusqu'à l'ingress. On va gérer les certificats, on va gérer Let's Encrypt, par exemple, pour ceux qui connaissent, directement au niveau de l'ingress. Ce qui fait que toute la partie qui est derrière, l'application qu'on a développée, elle n'a pas besoin de savoir de s'occuper de la partie encryption, elle n'a pas besoin de savoir de s'occuper des clés, tout ça. On développe dans notre coin notre application en propre, et ensuite on rajoute ça devant. On va pouvoir faire aussi du virtual hosting. Donc on va voir un exemple, il me semble, juste après. Je vais vous le montrer. Je vais vérifier, mais ouais, ici. On va pouvoir faire des chemins multiples également. Petite astuce, si vous êtes sur GKE, il faut que le service soit de type node port ou load balancer pour que ça marche. Il y a différents types de services. Souvent, on va utiliser un service qu'on appelle de type cluster IP. Ça, c'est notamment quand on fait du on-prem. Si vous êtes sur GKE, il faut que ce soit du node port ou du load balancer. Autre petit point, et là c'est un point important, sur GKE, on va utiliser l'étoile comme wildcard. C'est-à-dire pour dire tout ce qui est en dessous, tout ce qui est derrière un chemin, on va mettre une étoile et ça voudra dire tout ce qui est derrière. Sauf que sur d'autres plateformes et on-prem, il ne faut pas mettre d'étoile, il faut juste mettre slash pour dire tout ce qu'il y a derrière. Et là on touche un point important, c'est que malgré le fait que Kubernetes est censé être le même pour tout le monde, les implémentations et suivant la plateforme sur laquelle on est, peuvent varier un petit peu. Et ça c'est frustrant. Pourquoi? Parce que quand vous allez trouver un exemple sur Internet, vous allez vous dire, bah, j'ai trouvé un truc bien qui déploie mon WordPress sur Kubernetes, hein, je le lance, ça ne marche pas chez moi. Il n'y a pas d'erreur, ça ne marche pas. Ben, on a des petits problèmes comme ça, des petites différences qu'il faut connaître ou alors il faut rechercher. Donc en voilà une, à savoir, c'est la wildcard sur GKE. Donc un exemple d'ingress pour exposer un service. Donc j'ai mon fichier YAML ici, avec en haut ce qu'on appelle la kind, donc c'est le type d'objet Kubernetes. Là, ça va être un objet de type ingress. Tout à l'heure, on avait vu des objets de type deployment ou de type service. Je ne l'ai pas précisé. Je vous ai dit pod, service, config map, secret. Le pod, c'est l'élément de base qui regroupe plusieurs containers qui vont être démarrés ensemble et arrêtés ensemble à tout moment. Et en fait, le deployment, c'est un document qui va contenir la définition du pod avec en plus des règles de type je veux 3 copies de mon pod. Je veux tel type de stratégie pour les mises à jour. Je veux tel type d'informations attachées à mes pods. Donc en fait, les pods, on ne les manipule plus à la main directement. On va simplement, dans le déploiement, définir et les pods et les règles que l'on veut autour. Donc finalement, l'objet principal, c'est le deployment que l'on va utiliser. Donc pour revenir à l'ingress, là, cet ingress, il est assez simple. Je dis deux choses. Je dis, quand je reçois une requête de type myserver1.mydomain.com, fais suivre les requêtes à mon service qui s'appelle service 1 sur le port 80. Quand je reçois une requête myserver2.mydomain.com, fais le suivre sur service 2 sur le port 80. Donc l'ingress va nous permettre de dispatcher quel est le container qui va gérer nos demandes en fonction de l'URL qui a été mis. Typiquement, on pourrait faire un slash API, un API.mydomain.com, un admin.mydomain.com et un www.mydomain.com, les trois allant vers des containers différents. L'autre exemple, c'est celui sur lequel je vais avancer déjà, ça va être de dire j'ai un seul host, c'est myserver.mydomain.com, mais je veux des chemins différents.
Donc là, c'est slash path1 qui va vers le service 1 et slash path2 qui va vers le service 2. Ok? Donc là aussi, on pourrait dire, j'envoie une partie de... quand on me demande slash API, j'envoie vers tel container parce que c'est celui-là qui gère l'API que je propose. Quand je fais slash admin, j'envoie vers un autre container qui, lui, va gérer la partie admin, etc. Autre astuce, alors ne déployez jamais vos microservices à la main. On peut le faire, on peut lancer un pod avec un kubectl run, mais il ne faut vraiment pas le faire. C'est une erreur qu'on fait beaucoup au début, on va le faire comme ça. Vraiment, il ne faut pas le faire, ça peut avoir de graves conséquences, en ce sens qu'on ne saura pas ce qui s'est passé, on ne saura pas comment ça a été créé. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on crée une ressource sur un cluster, elle peut tourner et être en place pendant 3 mois avant qu'on ait besoin de la toucher, de la mettre à jour. Si on ne se souvient plus comment elle a été démarrée, on ne saura pas quelles étaient les dépendances, on ne saura pas dans quel contexte a été démarré, on ne saura pas quelle version de fichier a été utilisée, etc. Donc le mieux, c'est d'utiliser des fichiers YAML dans lesquels on décrit nos ressources et de faire des kubectl apply. À chaque fois que je fais un kubectl apply avec un nom de fichier, il va appliquer les changements qui sont dedans. Et s'il n'y a pas de changement, il ne va rien faire, il va vous le dire. Pour aller un peu plus loin, on ne devrait même pas utiliser kubectl pour faire ça. Le mieux, c'est d'utiliser des outils de CI/CD comme Jenkins, comme Concours. Tout le monde connaît un peu la CI/CD ou qui ne sait pas ce que c'est que la CI/CD? Alors, la CI/CD, c'est ce qu'on appelle la Continuous Integration, Continuous Deployment. Ce que ça veut dire, c'est que je suis développeur, je travaille sur mon poste, dans mon IDE, dans mon, peu importe, VS Code, IntelliJ, je teste mon programme, ça marche, je sauve, je vais committer mon changement sur le repo Git, par exemple, pour être SVN ou CVS pour les plus anciens, et automatiquement, j'ai un process qui va prendre les changements que j'ai faits, qui va les compiler, qui va exécuter les tests, qui va générer l'output, que ce soit des fichiers binaires, des jars, des war, des bundles JavaScript, etc., qui va créer pour moi l'image du container et qui, quand c'est bien fait, va carrément aller déployer la nouvelle version. Donc le dev, il a juste fait son commit dans son coin, ça entraîne cette chaîne qui peut prendre plusieurs minutes, hein, ça dépend du langage. Quand vous faites du JS, ça peut même prendre beaucoup de minutes, un peu trop. Et au final, c'est déployé sur le cluster. L'intérêt, c'est qu'on a toujours un lien entre ce qui est déployé sur le cluster Kubernetes à un moment donné et le code source qui correspond dans le repository de code source. C'est clair pour tout le monde? À peu près. Voilà. Alors il y a une petite astuce aussi. Quand vous faites, si vous faites un kubectl, vous pouvez utiliser l'option ---- record qui va rajouter ce qu'on appelle une annotation à l'objet. Et l'annotation va contenir la dernière commande qui a été exécutée et qui a modifié l'objet. C'est pratique un peu au début, mais encore une fois, il vaut mieux passer par un outil de CI/CD qui va nous déployer l'option. Mais c'est quand même pratique de l'utiliser. Et pareil, on peut faire un alias, par exemple k égale kubectl ---- record, de manière à ce que toutes nos commandes par la suite où on tapera k quelque chose seront enregistrées. Stocker les fichiers YAML dans un repository. Donc ça, c'est très important. On ne sait jamais quel est le dernier fichier YAML qui a été utilisé, s'il est sur la machine d'un développeur, s'il est dans le shell du navigateur du développeur. Donc toujours les stocker dans un repo. On ne sait pas qui l'a modifié. Grâce à ça, on va pouvoir revenir à la version précédente. Si jamais il y a un problème, on est content de pouvoir revenir à la version précédente. On a touché un truc, on a redémarré, le collègue est en vacances et voilà, et puis ça marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? On peut revenir à la version précédente des fichiers, faire un apply dessus et attendre que le collègue revienne de vacances ou aller l'embêter pendant ses vacances, au choix. Donc c'est ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. Hein. On définit tout ça, toute la partie infra directement dans du code source, qui est en fait des fichiers YAML dans ce cas-là, et on va les mettre sur le repository. Il y a une approche intéressante aussi, notamment au début, c'est ce qu'on appelle le commit then apply. En gros, qu'est-ce que ça fait? Avant même d'appliquer nos changements, donc je modifie mon fichier YAML, avant même d'appliquer ces changements sur mon cluster, je vais committer les changements. Comme ça, j'en aurai une copie qui sera stockée. Je vais ensuite faire mon apply et je vais vérifier que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais remodifier mon fichier, je vais refaire un commit et je vais refaire un apply. Si ça fonctionne, je suis content, je sais que la dernière version qui a été mise dans mon repository, c'est la bonne. Je peux faire un tag si je veux, donc je peux taguer pour dire voilà la version actuelle, mais au moins comme ça, on est sûr que les changements que l'on a fait sur le fichier sont bien dans le repository.
Le problème, c'est qu'on a tendance à modifier le fichier, faire un apply, vérifier que ça marche, et à ce moment-là, si on y pense, si on n'est pas dérangé par un collègue, faire un commit pour dire voilà la dernière version du fichier YAML que j'ai utilisé sur le cluster. Sauf que de temps en temps, on oublie. Et là, on se retrouve avec une différence entre ce qui est appliqué sur le cluster et ce qu'on a dans le repository. Petit point sur GKE, il y a un truc vachement intéressant, c'est Stackdriver, c'est l'outil qui permet de gérer les logs sur le cluster GKE. C'est très pratique, donc c'est une interface comme ça, on va pouvoir taper des mots-clés dedans pour filtrer les logs de notre application. Alors après, on apprend à programmer en générant des logs avec un format un peu particulier ou avec des mots-clés un peu particuliers pour pouvoir le gérer, mais c'est très pratique. Donc un exemple, ça va être d'ajouter le suffixe du pod. C'est-à-dire que vous vous souvenez le nom du pod tout à l'heure, c'était eco-server, moins plein de trucs, moins quelques caractères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire, enfin ça c'est un conseil, hein, c'est ce qu'on peut faire. On peut extraire les derniers caractères, par exemple les 5 derniers caractères du nom du pod, au démarrage de notre application. Pour ça, il suffit au démarrage de l'application de récupérer le hostname sur lequel on tourne. On ne sait pas où on ne sait pas qu'on est dans un container, on s'en fiche. On récupère le hostname de la machine sur laquelle on tourne, on prend ces 5 caractères et on va les rajouter à toutes les lignes de log qui sont générées par ce container. Pourquoi? Parce que si on a 3, 4 ou 5 copies du container qui tournent sur le cluster, on veut pouvoir savoir quel est le container qui a généré le log en question. Notamment quand on trace des bugs un peu embêtants. Et en faisant ça, en le récupérant, alors vous êtes un peu loin pour le voir, mais ici, si on regarde, j'ai du HXCND et j'ai du N4NGT qui correspondent aux 5 derniers caractères du nom du container sur lequel ça tourne. Et là, dans la même interface, on les a tous. Donc notamment quand on fait du stateless et qu'on peut avoir différents appels qui vont vers différents containers, on s'y retrouve beaucoup mieux comme ça. Donc petite astuce aussi là. N'utilisez pas le défaut namespace. Alors, oula, ça défile. Sur Kubernetes, on utilise ce qu'on appelle des namespaces, qui vont permettre de créer des clusters virtuels sur un même cluster physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir séparer, avoir plusieurs fois les mêmes objets, les mêmes containers qui tournent dans des environnements virtuels différents sur le même cluster. Donc le problème, c'est que souvent on fait des bêtises, notamment quand il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le même cluster ou plusieurs personnes. Là, on va pouvoir utiliser par exemple un namespace dev, un namespace staging, un namespace feature 14, un namespace sprint 15, si on travaille avec des sprints, et déployer dans ce namespace. Donc on va pouvoir avoir en même temps, sur le même cluster, le sprint 14, le sprint 15 et le sprint 16, ou dev et staging et UAT comme environnements différents qui tournent sur le même cluster. Donc on fait des économies. En termes de performance, utilisation des ressources, c'est très bien parce qu'on n'a quand même qu'un seul cluster, donc on paye moins. Mais par contre, ça peut être complètement séparé et compartimenté. On peut aussi créer des namespaces avec les noms des équipes. Team 1, Team B, Team C, par exemple. Chacun a son namespace, chacun travaille dans son namespace. Donc pour le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on passe simplement le flag ---- namespace à la commande kubectl. Également, on va pouvoir accéder au service sous la forme service.namespace.svc.cluster.local. Donc si j'ai créé un service qui s'appelle frontend, qui pointe vers des containers, je vais pouvoir y accéder dans le namespace dev en tapant frontend.dev.svc.cluster.local. Donc il suffira juste de changer ces noms-là pour passer de l'un à l'autre. Dans les fichiers YAML, on va les utiliser en spécifiant dans la zone metadata namespace et le nom du namespace. Ok, alors là on rentre un peu plus dans le dur. J'ai essayé de passer plus de temps sur les principes de base, vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'avaient pas fait de Kubernetes. Les autres, si vous pouvez venir me voir à la fin, on pourra discuter de certains points supplémentaires. Le port forward, c'est quelque chose qui va permettre de se connecter à un pod qui est sur le cluster. Il faut imaginer le cluster comme une zone un peu floue, un peu nuageuse, dans laquelle vous avez vos containers qui tournent. On expose seulement ce qui est dedans via les fameuses ingress dont on a parlé tout à l'heure. Mais de temps en temps, on a besoin de tester et d'aller se connecter directement dans un container qui est lui-même dans un pod, qui est lui-même sur le cluster, dans un namespace donné. Donc pour ça, on va utiliser la commande kubectl port forward. On va donner le nom du pod et on va spécifier notre numéro de port local et le numéro de port local du pod. Et automatiquement, un pont va être créé entre les deux qui va me permettre de me connecter dessus. Donc si je fais cette commande-là, il me dit je le forward depuis ma machine
virtuelle, et ensuite je peux faire un petit curl, par exemple, de cette URL-là, qui va pointer sur mon port 8080 à moi, et qui me renvoie une ligne d'information, donc là, une espèce d'écho de ce qui a été fait. D'accord? On peut aussi le faire avec des services. Donc là, on va faire kubectl, port forward, svc / le nom du service, mon port 8080 et le port 80 du service. Pareil, ça me permet, depuis ma machine de travail, que ce soit mon poste en local ou mon Cloud Shell, de me connecter à un service sur le cluster. Point important, un service, c'est toujours devant un groupe de pods. Et quand on fait ça, au moment de la connexion, il va prendre un des pods au hasard, et après, on restera connecté sur ce pod-là. Donc c'est un peu comme si on s'était connecté au pod directement. Mais ça va nous permettre de vérifier ce qui se passe et de tester à la main l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je vais passer? Quelques mots sur le request et les limites. Une request, c'est ce qu'un container est garanti d'avoir. Une limite, c'est le maximum de ressources qu'un container peut utiliser avant d'être restreint. Alors restreint, ça veut dire quoi? Si vous utilisez trop de CPU, bah en fait, artificiellement, on va vous ralentir. Mais vous allez continuer à fonctionner. Si vous utilisez trop de mémoire, c'est-à-dire plus que la limite, paf, on va vous shooter. On va vous killer, enfin Kubernetes va vous killer et va vous redémarrer ailleurs. Il va vous redémarrer ailleurs, pourquoi? Parce que comme il vous a killé, vous avez par exemple, si vous aviez 3 instances, 3 pods, et que vous en avez killé un, parce qu'il utilisait trop de mémoire, bah vous vous retrouvez avec 2 pods, mais dans le déploiement, vous avez dit j'en veux 3. Encore une fois, la base de Kubernetes, c'est de faire en sorte de vous ramener à la cible, de vous ramener à 3. Donc voilà c'est ce que je viens d'expliquer. Alors les pods sans request, il faut savoir que si on ne les définit pas, c'est les premiers candidats qui vont être supprimés, même s'ils sont en bonne santé. Donc votre application, elle peut fonctionner correctement, mais s'il se trouve que sur la machine en question, les ressources commencent à être trop utilisées, Kubernetes peut vous killer et vous relancer ailleurs. Et ça, c'est vraiment un point important aussi à comprendre sur Kubernetes. À l'ancienne, on lançait nos applis dans nos VM ou sur nos machines physiques. Tant qu'elles ne plantaient pas, elles tournaient, il n'y avait pas de problème. Sur Kubernetes, pour plein de raisons externes à votre application, Kubernetes peut être amené à tuer votre container pour le redémarrer ailleurs. Ça impose des réflexions, des manières de faire au niveau de la programmation. Par contre, ça apporte un confort énorme, notamment le fameux auto-healing, le fait que si jamais ça plante, ça peut être redémarré automatiquement pour vous ailleurs. Petit point important aussi, gardez les CPU requests à 1 ou en dessous pour être sûr qu'on puisse démarrer les pods. Je donne un exemple, si un de vos nœuds a 2 vCPU seulement et que vous avez un pod où vous demandez 3 vCPU, bah, il ne pourra pas le démarrer dessus. D'accord? Alors que si vous lui dites que vous avez besoin que de 1 vCPU et qu'il y a de la place sur le nœud, il va pouvoir vous le démarrer dessus. Ok, alors quelques mots vite fait sur les quotas. On va pouvoir restreindre, tout à l'heure je vous parlais d'utiliser des namespaces différents pour les équipes différentes par exemple, ou pour les environnements différents. On va pouvoir restreindre ce que les gens peuvent faire, pour éviter que quelqu'un dans une équipe, dans un namespace donné, utilise trop de ressources et fasse planter tout le monde ou empêche tout le monde de travailler. On va pouvoir leur mettre des restrictions. Alors, quelques mots aussi importants. Quand on commence à travailler avec Kubernetes aujourd'hui, on utilise les fameux déploiements. Le déploiement, c'est quoi? C'est on définit nos pods, c'est-à-dire nos containers, avec le nombre de réplicas et des configurations en plus. Sauf que ça, c'est pratique quand on fait du stateless. C'est-à-dire qu'on peut se permettre que notre première requête, elle aille sur le pod numéro 1, puis la requête suivante, elle aille sur le numéro 2, puis la requête suivante, elle aille sur le numéro 3, et que notre application fonctionne quand même. On peut, petite parenthèse pour ceux qui connaissent, on peut utiliser des sticky sessions. Mais c'est un peu plus compliqué et ce n'est pas forcément le meilleur choix pour ceux qui connaissent. Donc, ce qui est important là, c'est d'étudier un peu ce que sont les daemon sets et les stateful sets. Les gens ont tendance à tout faire avec un déploiement au départ, ce qui n'est pas forcément efficace. Donc, quelques mots sur le daemon set. Le daemon set, ça veut dire que chaque nœud a une copie de l'application. Donc, si on a 5 nœuds, donc 5 machines dans notre cluster, chaque machine aura une copie du container, du pod plus exactement. Ça peut être intéressant quand on a des agents à faire tourner, des agents de log, des agents de monitoring ou des choses, des applications de sécurité. Et on peut même restreindre à certains nodes en disant là j'ai des grosses nodes et j'ai des petites nodes, je veux que mon pod tourne sur les grosses nodes. On va pouvoir régler tout ça. Les stateful sets, là c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on va faire du stateful.
Donc c'est ce qu'on appelle le pet versus cattle. Qui connaît le pet versus cattle? Histoire des... Ouais, pas grand monde. Donc les pets, c'est quoi? Les pets, c'est les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, c'est mes chats, je leur donne des noms. Balthazar, Tyrus et whatever. Le cattle, c'est le bétail. Le cattle, c'est le troupeau de vaches. En général, on ne connaît pas le nom de chacune des vaches du troupeau. Et à la rigueur, on s'en fout. On sait qu'on a un troupeau de 25 vaches. Donc, quand ce sont des pets, en gros, chaque container va avoir son propre nom et on va pouvoir travailler directement avec le container spécifique. Quand c'est du cattle, on s'en fiche. On veut qu'il y ait X pods qui répondent aux requêtes. Donc, la version cattle, c'est les fameux déploiements dont je parlais tout à l'heure, mais on peut aussi faire du stateful avec ce qu'on appelle des stateful sets, où en gros, on va créer un groupe de pods, on va aussi spécifier le nombre de pods que l'on veut. Par contre, ils vont chacun avoir un nom. Donc en général, ça va être un nom du type le nom qu'on a spécifié, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ils vont être démarrés dans un certain ordre et ils auront toujours le même espace de stockage associé. Je prends un exemple, une base de données. Si j'ai une base de données avec un master et un slave, donc du MySQL avec deux instances, je veux qu'à tout moment, le master, même s'il est redémarré ailleurs, il se retrouve avec le même espace de stockage qui lui soit attaché. On ne veut pas qu'il y ait de mix and match. De la même manière, quand il y a un démarrage, après un crash, après peu importe la raison, on veut être sûr que le master est redémarré avant le slave, de manière à pouvoir activer l'envoi des binlogs et l'envoi de la réplication vers le slave. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Quelques mots sur les probes. Alors les probes, c'est important aussi. C'est ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle des health checks, c'est-à-dire de vérifier que vos containers fonctionnent. Kubernetes en a besoin, parce que le seul moyen qu'il a pour savoir où vous en êtes, si votre application tourne ou pas, c'est de passer son temps à faire des petites requêtes. C'est ce qu'on appelle des probes. En général, c'est une petite requête HTTP qui va renvoyer un 200 OK ou qui va renvoyer une valeur un peu particulière, qui s'exécute très rapidement. Et comme on répond toutes les X secondes à cette requête, on considère que tout va bien. Donc il faut les définir, notamment c'est ce qui va permettre de savoir où on en est du démarrage de l'application, mais également savoir qu'il faut killer le pod pour le redémarrer ailleurs parce qu'en fait il est planté. Typiquement s'il y a un problème de mémoire. Et je suis vraiment au bout, je vais passer un peu rapidement, ouais, ça aussi. Alors petit point sur GKE, intéressant, on peut faire beaucoup de choses sur Kubernetes, mais souvent quand on est sur un cloud public, et c'est vrai aussi d'AKS, donc d'Azure, c'est pas la peine de tout mettre sur le cluster Kubernetes, essayez d'utiliser les services que vous fournit le prestataire cloud pour la base de données, pour tout ce qui est Memcache, Redis, etc. Parce que c'est eux qui le gèrent, ils le font mieux que vous, et c'est quand même plus pratique que d'avoir à le gérer vous-même sur le cluster. Petit point sur les pods qui sont coincés. Au démarrage, les pods peuvent ne pas démarrer. On va avoir des erreurs de type pending, crash loop, backoff, etc. Donc voilà une liste de commandes que vous pouvez taper pour avoir des détails. kubectl logs pour avoir les logs du pod, comme on aurait les logs du container. Describe du pod, du deploy, du service, de l'ingress pour avoir des infos sur ce qui se passe. On peut faire un get events pour voir les derniers événements. On peut aller voir directement dans varlog message sur le nœud. Donc voilà, ça c'est un truc aussi à utiliser. Et dernier, apprenez à vous connecter sur un live pod. Donc en fait, de la même manière qu'on peut avec Docker exec se connecter à l'intérieur d'un container, on va pouvoir se connecter à l'intérieur d'un pod. Pour ça, on va utiliser la commande kubectl exec, -it pour dire qu'on veut être en mode interactif, le nom du pod, et enfin le nom du container quand il y en a plusieurs. Il peut y avoir plusieurs containers dans le même pod. Et en dernier, la commande à exécuter. Là, c'est bash. Pourquoi? Parce que si vous mettez un shell dans votre image de container, vous allez pouvoir vous connecter à ce shell à l'intérieur du container et vérifier ce qui se passe. Vérifier l'environnement, vérifier si votre application a bien démarré, si la configuration a bien été attachée, etc. J'ai plus de temps. Voilà. Merci, j'espère que ça n'a pas été trop vite.